Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Noah pour un nouveau numéro de 20h le rattrapage. Vous connaissez le principe. Pendant une demi-heure avec mon invité, nous allons revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine à travers des reportages tournés par nos équipes dans toute la région. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Tripon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous êtes commerçant, président d'une association de commerçants bordelais. Vous êtes membre élu de la Chambre de commerce et d'industrie de la Gironde. Alors, avec vous, à 3 semaines des fêtes de Noël, nous allons évidemment parler cadeaux, commerce, bref, économie, avec toujours, toutefois, cette même ombre au tableau, l'épidémie de Covid-19, avec 302 cas pour 100 000 habitants. Tous les signaux sont au rouge dans notre région. D'après vous, est-ce que la Covid peut de nouveau gâcher nos fêtes de fin d'année ? Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien. Comme tous les commerçants, on en a peur, effectivement. Maintenant, si nous avons plus de vaccinés, si nous respectons tous les gestes barrières, nous pourrons éviter cela, je pense. Dans quel état d'esprit vous êtes ? On se doit d'être confiant, optimiste et combattant, surtout. L'année dernière, ça a été difficile. Pourtant, alors on essaie de... vous essayez de garder le cap, quoi qu'il en soit. Alors, le quoi qu'il en coûte, le quoi qu'il en soit, oui. Oui, un commerçant, on est capitaine de paquebot, ça ne s'arrête pas comme cela. On doit continuer, avancer. D'abord pour l'entreprise, pour les salariés et puis pour nos clients. Bon, alors quoi qu'il en soit, la course aux cadeaux est lancée. Pour commencer, Bruno Tripon, je vous propose de regarder ce premier reportage tourné sur la Côte Basque, où vous allez le voir, l'ambiance n'est pas la même entre le centre-ville et les zones commerciales pour faire les cadeaux de Noël. On se retrouve juste après. Premier dimanche d'ouverture des magasins avant les fêtes de Noël. Dans les rues de Bayonne, la pluie fait fuir les chalands, mais pour les commerçants, cette date reste significative. Ça c'est le long et ça c'est le court. C'est le top départ de décembre, donc c'est vrai qu'on est sur une fin novembre, un mois qui a été assez dynamique. C'est le démarrage, donc ça va aller crescendo. C'est important d'être là pour accueillir les clients qui ont envie de commencer à faire leurs achats de Noël avec anticipation. Cette année, les gens achètent un petit peu plus en avance que d'habitude, j'ai l'impression. Des achats anticipés de la part de clients fidèles qui profitent de ce dimanche pour faire leurs courses dans le calme. C'est une opportunité pour pouvoir justement aller sur les magasins intramuros de Bayonne et éviter peut-être la course après sur les centres commerciaux. Parce qu'en fait, on se retrouve quand même dans un environnement où on a plus de conseils. À quelques kilomètres de là, dans ce centre commercial de Saint-Pierre-d'Irube, l'atmosphère est tout autre. C'est le début de la grande ouverture de notre période la plus forte de l'année, qui est Noël. Normalement, on attend toujours entre 18 et je dirais 25 000 personnes. Ici, le mauvais temps est une aubaine. Comme il ne fait pas beau, d'habitude on ne va pas dans les magasins le dimanche, vraiment pas. Et là, on était juste à côté, on s'est arrêté. On se met à l'abri, mais on achète aussi. Dans ce magasin, le panier moyen ce dimanche est d'environ 30 €. C'est plus que l'année dernière. Ça commence à consommer, il y a des gens qui sont encore en observation. Mais là, ça commence vraiment à concrétiser. On est vraiment dans une démarche d'achat de Noël. Encore 3 dimanches d'ouverture avant les fêtes, la course aux cadeaux a officiellement commencé. Il y a beaucoup de monde dans ce centre commercial. Ça fait plaisir. Même dans le centre commercial plutôt que dans le centre-ville ? C'est des commerçants, ça fait plaisir. Tous les commerçants sont ensemble, il n'y a pas de problème. Grandes enseignes comme les petits indépendants. Il n'y a pas de guéguerre. Non. Dans le reportage, on voit que les gens anticipent pour faire les cadeaux. D'après un récent sondage d'OpinionWay, 67% des Français ont déjà, là, au 3 décembre, 4 décembre, terminé leurs achats de Noël. Vous qui êtes commerçant, Bruno Tripon, vous l'avez ressenti, cette anticipation ? Oui, novembre a été un excellent mois, mais vraiment très très bon. Donc les gens ont anticipé. La première ouverture du week-end dernier a été parfaite. On espère que ça va bien continuer comme cela. Les gens sont confiants, ils respectent les gestes barrières. Ils sont attentifs à nos gestes barrières dans nos magasins. Donc pour l'instant, on est satisfait, pourvu que ça dure. Donc les gens viennent en boutique. Qu'en est-il de la concurrence avec Internet ? Alors effectivement, ça a changé pas mal la donne, mais pas que récemment. On a eu la période des gilets jaunes qui empêchait les gens... Très compliqué, qui empêchait donc nos clients de venir en magasin, qui a failli faire disparaître certains commerces, plus
le Covid qui amplifiait ce phénomène. Pendant la période de crise sanitaire, on a vu aussi que les gens se rendaient compte que finalement, en bas de chez eux, ils avaient des commerçants. On a eu aussi un petit peu ce retour. Et ça a été un grand chaud au cœur à tous les commerçants et tous les salariés des commerces. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir, mais le e-commerce a pris des parts de marché. Alors le commerce physique doit continuer à changer. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 65% de commerçants qui ont leurs réseaux sociaux et leur e-commerce. Ils se sont emparés d'Internet. Tout à fait. Il n'y en avait que 33% avant les Gilets jaunes, il faut le savoir. Donc il y a une évolution à ce niveau-là. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez des plateformes qui demandent des commissions énormes aux commerçants, des 20-25%, chose qu'on ne peut pas bien sûr donner. Et ça, c'est un problème de concurrence. Elles ont un quasi-monopole. Des Français parfois aussi plus frileux pour dépenser. On a vu que le budget moyen avait diminué pour les cadeaux de Noël. Ça, vous ne pouvez pas encore le constater. Ça, nous ne pouvons pas encore le constater. On pourra faire vraiment un compte-rendu là-dessus que fin décembre, puisque Noël a commencé en novembre, donc il faut compter novembre et décembre. Nous sommes le 3 décembre. C'est encore compliqué pour parler du panier moyen. On va voir. Voilà, vous restez confiant, en tout cas, c'est bien. Par contre, il y a d'autres professionnels qui sont un peu plus inquiets en ce moment. Ce sont les professionnels de l'événementiel, comme les traiteurs ou bien les prestataires de son et lumière, qui enregistrent déjà des annulations de contrats face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19. Illustration en Charente avec ce reportage. Bruno Tripon se retrouve juste après. Chez ce traiteur d'Angoulême, l'équipe est au travail. On garde le sourire sous les masques, mais l'ombre du chômage partiel plane à nouveau sur l'entreprise. J'espère qu'on va éviter ça, mais on le redoute tous, oui. On le redoute même pour l'entreprise, parce qu'on sait très bien que ça va être compliqué. On commençait juste à bien repartir, on était bien lancé, et puis c'est reparti encore une fois. Donc on espère qu'on va passer au travers. Sur le tableau des commandes, aujourd'hui, seulement 4 fiches. Un tableau qui habituellement déborde. La réalisation de plateaux repas est descendue en flèche, mais le traiteur redoute surtout l'annulation des soirées prévues par les entreprises en fin d'année et à la mi-janvier. Depuis mercredi dernier, en fait, on commence à avoir des annulations et encore aujourd'hui, ce matin, pour une réception pour le 15 décembre, donc c'est quand même pas demain, mais le 15 décembre, une grosse réception qui vient de s'annuler sur Cognac. L'événementiel toujours en première ligne à chaque crise sanitaire. On a le théâtre de Cognac et on range tout ce qu'on a sorti des gastronomales. Décembre et janvier sont 2 mois charnières pour l'équilibre économique de ces entreprises. À Rouillac, c'est un prestataire de son, lumière et vidéo qui nourrit de vives inquiétudes. Ce matin, le téléphone n'a fait que de sonner pour des annulations d'événements privés. Voilà. On a des événements avec les collectivités, des théâtres qui sont encore maintenus. On a eu des confirmations ce matin. Mais tout ce qui est privé, tout ce qui est rassemblement, tout ce qui est cocktail, principalement, ça représente vraiment, j'ai envie de dire, 70-75% de l'activité, surtout sur le mois de décembre. 2 entreprises qui craignent désormais l'annulation en janvier de la cérémonie des vœux de certaines grandes maisons de Cognac, dont l'une d'elles rassemble 3000 personnes. On voit des annulations en cascade. J'ai repéré ce chiffre, plus de 430 réceptions ont été annulées en moins d'une semaine en France selon les organisations représentatives des traiteurs. Alors là, je parle en plus que des traiteurs. Vous me disiez là à l'instant pendant la diffusion, ce qui est perdu est perdu. Tout à fait. Alors je ne mets pas la place de ces chefs d'entreprise, malgré que nous avons vécu cela. Vous y avez été un petit peu à cette complètement. place-là. Moi je pense, et je suis solidaire avec ces chefs d'entreprise et leurs salariés, parce qu'il ne faut pas oublier les salariés qui voient cette situation s'enliser. C'est une catastrophe pour eux. Effectivement, là, nos pouvoirs publics doivent d'abord les rassurer moralement. Il n'y a rien de pire pour un chef d'entreprise et pour leurs salariés de ne pas savoir. Et ça, c'est dramatique pour eux. Donc aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent au moins dire, et rapidement surtout, ce qu'ils vont pouvoir obtenir en aide. Ils réclament le retour du quoi qu'il en coûte. C'est important. Et donc la prise en charge, par exemple, à 100% du chômage partiel, des dispositifs d'indemnisation des coûts fixes, ça c'est quelque chose que
que vous demandez Immédiatement, parce que la nuit, ils ne dorment pas. Leurs salariés doivent se poser la question, est-ce que l'entreprise va pouvoir survivre à cette période ? Moralement, il est très important qu'on agisse très rapidement. Bruno Tripon, en plus d'être commerçant, vous êtes élu à la Chambre de commerce et d'industrie de la Gironde. Comment est-ce que vous anticipez un petit peu ce début d'année 2022 ? C'est après-demain. Alors, on est très proche à la Chambre de commerce des chefs d'entreprise. On travaille beaucoup avec les associations de commerçants aussi pour avoir le ressenti du terrain, parce que c'est le terrain qui parle. Et ça, le sujet aujourd'hui, c'est de ne pas savoir réellement où on va. Et celui qui me dit, dans 2 mois, je sais ce qui va se passer, je ne le croirai pas de toute façon. Donc, on a besoin d'être rassuré en fin de compte économiquement pour les entreprises et ça c'est vraiment le plus important. Il faut vraiment que les pouvoirs publics comprennent, il y a eu des choses de fait qui ont été formidables, il faut rester positif, mais il faut faire attention et c'est pour ça que la vaccination, le port du masque, les gestes barrières sont très importants. Il ne faut pas que ces entreprises replongent. Il faut les maintenir. Et puis, de toute façon, lundi, un conseil de défense sanitaire se tiendra. Vous aurez sûrement d'autres nouvelles. Autre inquiétude, en ce moment, celle des forains. Ils ont connu une année 2020 quasi blanche, on le sait. À Limoges, l'une des rares villes de notre région à accueillir une fête foraine en période hivernale. Ces professionnels ne cachent pas leurs craintes face à l'accélération de la 5e vague et face à l'apparition du variant Omicron. Regardez. Ce sera l'une des attractions phares de la fête foraine, un manège qui vous propulse à 40 mètres de hauteur avec vue imprenable sur la ville. Son propriétaire vient de poser ses valises pour 5 semaines à Limoges et ne lui parlait surtout pas d'un risque de fermeture précoce pour cause de Covid. C'est un sujet tabou parce qu'on est resté bloqué pendant 2 ans, on n'a pas pu travailler, on a des manèges qui coûtent très très cher, il y a des gros investissements, il y a de l'entretien sur les manèges et il y a toutes les conséquences. Je veux dire, nous, c'est du jour au lendemain, on nous met au chômage, on ne peut pas se permettre de refermer. Après une année 2020 quasi blanche, les forains avaient dû se mobiliser pour obtenir une reprise de leur activité seulement en juin 2021. Mais cet été, certaines fêtes n'ont pas pu se tenir à cause de l'épidémie ou de la disparition de certains comités organisateurs. Alors aujourd'hui, ils espèrent juste terminer l'année sans encombre. Très difficile parce qu'on a eu des aides quand même, mais c'est pas notre vie. Nous, notre vie, c'est de faire les fêtes foraines, pas rester chez nous à attendre, quoi. C'est pas notre vie. Il y en a qui sont venus un peu routiers, il y en a qui ils ont monté d'autres installations, ils ont fait d'autres trucs. Donc chacun a fait comme il a pu. Et depuis la reprise, les fêtes foraines se déroulent sous protocole sanitaire. C'est le masque obligatoire sur tous les manèges déjà, et puis l'enceinte de la fête foraine. Le nettoyage des emplacements des manèges, donc à chaque fois qu'une personne sorte d'un gros manège, sa place est nettoyée, désinfectée, désinfectation des mains et le pass sanitaire qui est demandé à la caisse du manège. Les forains espèrent que l'application stricte du protocole leur permettra de rester ouverts. À Limoges, ils accueilleront le public à la recherche de sensations du 4 décembre au 2 janvier, si tout va bien. Si tout va bien. Vous me disiez, ce sont... Des chefs d'entreprise qui réclament juste de travailler. Et ils sont comme nous, comme tous les chefs d'entreprise. On va rester à Limoges avec cet autre reportage. L'ouverture cette semaine du marché de Noël, cette saison. Après 1 an d'absence, il vient de faire son grand retour. Le masque et le pass sanitaire sont obligatoires. Ce qui n'a pas été, vous allez le voir, sans conséquence sur la préparation de l'événement. Il est enfin de retour à Limoges. Les chalets du marché de Noël ont ouvert ce matin, place de la République. Les commerçants ne comptent pas se laisser abattre par le contexte sanitaire. Ça va, je suis super contente. Oui, on attend que ça, le retour du marché de Noël. De son côté, la mairie demande le respect des gestes barrières, port du masque obligatoire et présentation du pass sanitaire dans les espaces fermés. Cette année, on espère qu'il y aura du monde. Je croise vraiment les doigts. Je pense qu'il y aura du monde, mais c'est quand même l'incertitude. Ce qui est difficile, c'est que la réalité d'aujourd'hui n'était pas celle d'il y a 1 mois, ni même d'1 semaine. Donc, on s'adapte. Cette année, 60 chalets ont été construits dans plusieurs endroits du centre-ville. Ils sont aussi de retour sur la place de la République. C'est un endroit aéré. Les rues sont assez espacées. Et puis, les gens ont l'air de respecter aussi
les liaisons sociales et tout. Et du coup, je vois plein de gens avec des masques. Donc ça a l'air de bien se passer. Après, il faut attendre qu'il y ait un peu plus de monde, mais Ouais, c'est que le premier jour. c'est que le premier jour. Les commerçants doivent eux aussi jongler avec les contraintes, la mise en place des gestes barrières ou la gestion des stocks. Concernant la dégustation, c'est plus délicat. Vraiment, on a une petite cuillère à usage unique par personne et par miel. Donc ça multiplie beaucoup le nombre de dégustations, mais au moins il n'y a aucun contact ni entre les gens, ni entre les aliments. Il reste encore un mois jusqu'au 31 décembre prochain pour profiter du marché, ce qui vous laisse le temps de vous rendre à la patinoire. Allez Bruno Tripon, on poursuit. À la crise sanitaire s'ajoute le manque de main-d'œuvre. Vous allez nous en dire un mot après. On a beaucoup parlé des restaurateurs qui peinent à recruter des saisonniers. Et aujourd'hui, même les petits commerces ont du mal à trouver des candidats. Vous en savez quelque chose. Vous êtes commerçant et vous présidez une association de commerçants bordelais. Vous nous expliquerez tout juste après ce reportage tourné à Pau, en Béarn. Des affiches présentes sur de nombreuses vitrines du centre-ville. Des postes de vendeuses en contrat court ou long sont à pourvoir. Certaines trouvent preneurs, d'autres non, comme dans ce magasin de prêt-à-porter. Sa gérante cherche depuis des mois la perle rare. Nous avons de l'offre. Le problème, c'est lorsqu'on va vers Pôle emploi, vers des organismes spécialisés, le problème est qu'ils nous renvoient un peu tout le monde. Donc on se retrouve avec des personnes devant nous qui sont... J'ai eu un chauffeur de poids lourd l'autre jour pour un magasin de prêt-à-porter, femme. Donc c'est quand même très, très inquiétant. Nadine Billon réalise pourtant quelques entretiens. Mais à chaque fois, elle se heurte à des candidats de plus en plus exigeants. Les gens ne veulent pas travailler le mercredi parce qu'il y a les enfants, le samedi parce qu'il y a le mari, quitter 18h grand maximum. Et puis après, des libertés que... Alors moi, je dis, depuis le confinement, ça s'est vraiment aggravé. Ils ne veulent plus de contraintes. En Béarn, ils sont nombreux à rencontrer des difficultés de recrutement comme Nadine. Pour tenter d'y remédier, le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie a des idées. On réfléchit à créer ou un immense job dating ou mettre en relation avec une plateforme particulière les candidats vers les sociétés. Voilà, on est en réflexion pour aller vite parce qu'on a ce besoin de recrutement sur le Béarn. L'autre solution, et là aussi on y travaille parce qu'on travaille à l'attractivité du Béarn, c'est faire venir des gens d'autres régions vers le Béarn. À 3 semaines de Noël, la situation devient urgente. Faute d'employés, certaines boutiques de Pau pourraient réduire leur jour d'ouverture sur cette période cruciale pour leur chiffre d'affaires. Des commerçants obligés de réduire leur jour d'ouverture. Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est incroyable. On est en France, 4 millions de chômeurs. On a un problème effectivement de relation entre les entreprises et ceux qui recherchent un emploi. Et là, il va falloir vraiment faire quelque chose de très, très urgent parce que c'est notre économie. Notre économie, c'est ce qui fait vivre tout le monde. C'est ce qui nous permet aussi de nous soigner, de faire vivre nos hôpitaux, etc. Donc oui, il va falloir qu'on trouve des salariés dans toutes les entreprises et pas que le commerce. Vous êtes commerçant dans le centre-ville de Bordeaux. Vous vendez des stylos et de l'horlogerie. Vous avez été confronté récemment à cette situation. Racontez-moi. Tout simplement, une de mes vendeuses, après quelques décennies de travail, est partie à la retraite, naturellement. Et bien sûr, à la recherche de salariés. Donc, l'annonce était très claire. Bon, alors le commerce, effectivement, on travaille jusqu'à 19h30 le soir. On travaille le mercredi, le samedi et parfois même le dimanche, en l'occurrence pour décembre. Et ce profil, a priori, n'intéressait pas grand monde, malgré nos recherches, malgré nos annonces passées. Il se trouve que quelques mois après, nous étions vraiment en effectif réduit. Je remercie mes équipes, elles ont tout donné dessus. Notre vendeuse est revenue pour nous faire un petit coucou en nous disant qu'elle s'ennuyait à la retraite. Une vendeuse qui est partie à la retraite a dû revenir. Voilà, et nous l'avons reprise, réembauchée. Alors, pas dans les mêmes conditions, elle n'avait pas le droit de faire ses 35 heures, autrement elle était pénalisée, mais nous l'avons reprise à 25 heures. Assez incroyable, un peu surréaliste tout cela. 79% des chefs d'entreprise sont confrontés aujourd'hui à ce phénomène, cette difficulté à recruter. Lorsqu'un poste est publié, alors vous venez de nous l'expliquer, personne
personne ne candidate, ça arrive. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène qui existait avant crise, mais là qui a été accru Alors, comment on peut l'expliquer ? Je pense il y a plusieurs sujets. Il y a déjà le sujet de l'apprentissage. En France, c'est mal vu. Mais je pense que l'apprentissage existerait, et encore une fois, pas que dans le commerce, mais dans toutes les entreprises, ça permettrait à ces jeunes d'être de suite employés. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, malheureusement, je suis désolé de le dire, mais on a un organisme d'État, Pôle emploi, qui n'a peut-être pas les moyens, mais qui ne met pas en relation les rechercheurs d'emploi et les entreprises qui sont en demande. Et ça, c'est vraiment désolant. Ce n'est pas un cas parmi tant d'autres, c'est des dizaines de milliers d'emplois. On vient de parler des commerces, il y a un autre secteur, vous nous direz de toute façon juste après que tous les secteurs sont touchés par ce manque de main-d'œuvre. Il y a un autre secteur qui est confronté à cette crise, c'est l'ostréiculture. Et à quelques semaines des fêtes de fin d'année, c'est compliqué. Les ostréiculteurs ont du mal à recruter pour préparer vos commandes d'huîtres probablement. On regarde ce reportage tourné cette semaine à Gujan-Mestras. Trier, détroquer. Dans cette cabane ostréicole, c'est déjà Noël. L'équipe sélectionne les huîtres pour les fêtes. En décembre, 100 à 150 tonnes doivent être expédiées vers les grandes surfaces. Mais le patron cherche encore une quinzaine de saisonniers pour préparer les bourriches, avec seulement 10 jours pour les recruter. Certaines entreprises peuvent faire de 40 à 70% du chiffre d'affaires. Et du coup, il faut de la main-d'œuvre qu'on n'a pas besoin toute l'année et sur une période de 10 à 15 jours. Pour répondre aux besoins, 50 ostréiculteurs du bassin d'Arcachon forment le groupement d'employeurs des métiers de la mer. Objectif, mutualiser les emplois. Un ouvrier ostréicole peut ainsi se partager entre plusieurs exploitations. Mais pour le pic d'activité de fin d'année, le problème reste entier. C'est vrai que sur la période estivale, on a plus de candidats. Le bassin, c'est un lieu qui fait rêver, mais en hiver, ça reste un milieu un peu hostile. Et il faut aimer, il faut être attiré par ce milieu maritime. Voilà, c'est un peu des métiers passion. Une passion intacte pour Jérémy Cussac. Depuis 10 ans, cet ostréiculteur a pris la succession de ses parents. Chaque hiver, il recrute un ouvrier saisonnier, mais les candidats se font rares cette saison. Cette année, ça a été dur. On avait fait paraître une annonce sur un site spécialisé, un peu partout chez les fournisseurs, comme chaque année. Cette année, on a eu 0 appel. C'est la première année où on n'a pas eu d'appel. C'est de plus en plus compliqué de trouver du personnel sérieux en plus. La campagne d'emballage et d'expédition des huîtres débutera le 15 décembre. D'ici là, des dizaines d'emplois saisonniers sont toujours à pourvoir sur le bassin d'Arcachon. Des emplois, il y en a aussi dans la filière bois, c'est bien ça. Quelles sont les solutions qui pourraient être mises en place pour attirer des candidats dans tous ces métiers ? Alors, je ne sais pas. Alors, peut-être on peut parler de salaire, effectivement. Moi, je vais dire qu'on va diminuer les charges pour les redistribuer aux salariés. Ça peut être une des solutions. Moi, je pense que c'est un problème bien plus profond que ça, qui va être sur du moyen et long terme. Même si j'entends un ostréiculteur, Noël, c'est aujourd'hui, c'est pas dans le long terme. Et il a besoin immédiatement. Mais je pense qu'il va falloir changer un peu notre philosophie, notre culture d'entreprise. Encore une fois, dès l'école, je pense qu'il va falloir mettre les gens en apprentissage, avoir des visions de l'entreprise plus importantes, vers tel ou tel les faire venir métier. plus souvent en entreprise. Ça se fait, mais sur 3 jours, je ne vois pas comment. Ou une semaine. Juste un tout petit mot, est-ce que vous pensez que cette crise de recrutement, elle peut peser sur la reprise ? En tout cas, ça va peser sur l'économie, effectivement. L'ostréiculteur, s'il lui manque un salarié, il ne pourra pas faire. Il faisait 70% de son chiffre d'affaires en décembre. S'il lui manque un quart de son effectif, il va avoir un souci, effectivement. Et ça va jouer sur l'économie. On va poursuivre notre tour d'horizon de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine avec cette bonne nouvelle. Allez, ça se fait du bien, les bonnes nouvelles par moment pour les amateurs de glisse. Après une année blanche, les stations de Gourette et de la Pierre-Saint-Martin rouvrent leur domaine skiable aujourd'hui, avec 2 semaines d'avance en raison de conditions d'enneigement exceptionnelles. À quelques jours de l'ouverture, notre équipe s'est rendue sur place. On regarde. De la neige, beaucoup de neige, 60 cm au bas de la station, 1,10 m en haut des pistes.
Après 20 mois de fermeture forcée due à la crise du Covid et grâce à un enneigement idéal depuis 4 jours, les pistes de Gourette reprennent vie. Aujourd'hui, premier jour pour nous, où on part mettre en place tout ce qui est jalonnage, sécurisation des pistes, tout simplement. Donc on part sur le point haut et on va faire une mise en place de matériel. Une trentaine de personnels sur le front dès ce matin. Ils seront 60 samedi pour l'ouverture au public, en avance de 2 semaines sur le calendrier prévu. Philippe remet en route un à un tous les tapis mécaniques. Ah mais il n'a jamais tourné, on ne l'a jamais exploité encore. On l'a eu livré l'année dernière et malheureusement on n'a pas pu l'exploiter à cause de la pandémie, quoi. Donc là, vous vérifiez que pour sa première utilisation ce week-end? Non, vérifier, c'était vérifié tout cet été, il n'y a pas de problème. Mais là, on le fait tourner pour le roder un peu, pour le préparer, qu'on soit prêt vendredi, quoi, pour le déneiger, pour le réchauffer, pour faire tourner, quoi. Venu en renfort aujourd'hui, cet hélicoptère a déclenché, grâce à ses balises, plusieurs avalanches pour sécuriser les pistes. Ce week-end, au moins la moitié du domaine devrait être accessible avec les nouvelles consignes sanitaires. On a fait en sorte que ce soit le plus facile possible pour nous et pour les clients, en suivant bien sûr les recommandations du gouvernement. Donc on intègre bien le contrôle du pass sanitaire et le port du masque sur les remontées mécaniques. Le pass sanitaire sera contrôlé à la billetterie et sur certaines remontées de façon aléatoire. Ça donne envie? Oh oui, vraiment, vraiment. Moi, je suis très content pour tous ces Pyrénées qui ont tant souffert l'an dernier. Enfin, des gens qui vont reprendre le travail, qui vont reprendre les pistes pour le plus grand bonheur des skieurs. Et puis au-delà, en fait, des domaines, c'est toute une économie autour. Oui, parce que les remontées mécaniques, ça engendre une population qui va faire vivre des restaurateurs, qui va faire vivre des hôteliers, qui va faire vivre d'autres commerçants. Donc ça ne peut être que bénéfique. Bon, Bruno Tripon, c'est bientôt la fin de cette émission. C'est passé vite, c'est très agréable, mais on va regarder quand même un dernier reportage avant de se quitter. Et on ne pouvait pas faire cette émission 20h, le rattrapage, sans parler bien évidemment de Joséphine Baker, qui a fait son entrée au Panthéon mardi. Je vous rappelle, à vous et puis à nos téléspectateurs, qu'elle a passé la moitié de sa vie au château des Milandes, dans le Périgord noir. Alors maintenant, on va regarder, on va faire un retour en images sur la cérémonie de mardi au Panthéon. Me revoilà Paris, la voix de Joséphine et sa dernière chanson en 1975 retentit rue Soufflot alors que le cortège se prépare. Ce sont 6 porteurs de l'armée de l'air, son armée, qui sont chargés d'acheminer Joséphine Baker jusqu'au Panthéon. Une cérémonie en présence de ses 11 enfants, de sa tribu arc-en-ciel, mais aussi du prince Albert de Monaco, dont la mère, Grace Kelly, était venue en aide à Joséphine. 4 scènes vont retracer la vie de Joséphine Baker durant le cortège, mais aussi avec un mapping projeté sur le Panthéon. D'abord, l'artiste éprise de liberté qui rayonna de New York à Paris durant les années folles. La résistante aussi, agent de liaison et espionne, qui cachait des messages dans ses partitions. Enfin, la militante des droits civiques luttant contre le racisme. Héroïne de guerre, combattante, danseuse, chanteuse. Noire défendant les Noirs, mais d'abord femme défendant le genre humain. Américaine et française. La France n'était pas son pays d'adoption, mais son pays tout court, comme elle aimait le rappeler. Le Panthéon la place ce soir au cœur de la nation, dans le cœur des Français pour l'éternité. Et une toute dernière image avant de se quitter, Bruno Tripon. Les illuminations de Noël à Limoges. C'est féerique, regardez, en quelques secondes, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces fêtes de fin d'année, Bruno Tripon? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que tous les Français puissent vivre ce moment fantastique de Noël. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été notre invité ce soir. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Très belle soirée sur Noah.